Bonjour et bienvenue à tous. J'ai encore quelques secondes, une petite minute au dernier participant de nous rejoindre. On va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous et bienvenue donc à ce quatrième webinaire de l'année concernant la gestion de l'air dans les installations hydrauliques. Il vous sera présenté par Laurent Desmar, responsable prescription sur les Hauts-de-France et la Normandie, et par moi-même, Antoine Jauvert, responsable de la formation et du support technique pour nos clients en France. Quelques questions pratiques avant de poursuivre. Nous maintenons pendant la présentation vos micros inactifs afin de pouvoir présenter dans les meilleures conditions. Si vous avez des commentaires ou des questions, quelles qu'elles soient, merci de les taper dans la fenêtre questions que vous retrouvez à la droite de votre écran dans le panneau de configuration. Nous répondrons à toutes vos questions en fin de présentation et vous serez également invité à participer à des sondages, ou des sondages. Merci pour cela de basculer du mode plein écran au mode fenêtre pour pouvoir bien répondre au sondage. Vous pourrez ensuite basculer entre ces deux modes via le bouton affiché ici à l'écran, toujours dans le panneau de configuration à droite. Vous pourrez ensuite basculer entre ces deux modes, donc n'hésitez pas. Notre programme de webinaire de 2021 porte sur les solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale. Le 1er juillet, on s'était déjà donné rendez-vous pour voir comment bien dimensionner un système d'expansion selon la norme EN 12828. Aujourd'hui, on va donc parler de la gestion de l'air dans les installations hydrauliques et on se redonnera rendez-vous le 28 octobre pour vous décrire les avantages du débit variable et de la régulation de pression différentielle. Pour rappel, IMI, c'est un groupe industriel expert dans le contrôle des fluides, donc présent internationalement avec trois zones majeures de travail. Donc la première, c'est les microvannes de précision pour l'industrie automobile et pharmaceutique, donc notre branche IMI Précision. IMI Critical pour la régulation des fluides en process industriel de grande taille. Et enfin, IMI Hydraulique. Donc, nous sommes experts des solutions hydrauliques pour les systèmes CVC, donc de chauffage et de refroidissement, que ce soit en résidentiel, en commercial, dans le neuf ou dans la rénovation. À travers trois marques, on développe des technologies innovantes pour la maîtrise hydraulique, le maintien de pression et la préservation de la qualité d'eau avec IMI Pneumatex, IMI TA dans l'équilibrage et la régulation, et enfin IMI AMR pour la régulation thermostatique des unités terminales. Au sommaire du jour, on va vous décrire les origines de l'air dans l'installation et ses conséquences, les différentes formes de gaz que vous pourrez y retrouver, et enfin les différentes solutions qui existent pour extraire ces gaz. En introduction, je vais vous parler de la corrosion et son effet néfaste. La corrosion coûte cher en France, c'est 3,5% du PIB en 2019, soit 84 milliards d'euros. Pourquoi on parle de corrosion? On a différents facteurs de corrosion dans une installation CVC. La première, c'est la corrosion due à l'agressivité des fluides utilisés. La deuxième, c'est la corrosion sous contrainte mécanique, les interactions entre les différents métaux présents dans l'installation et les mouvements qu'il pourra y avoir. Et enfin, et c'est le phénomène le plus dévastateur, qui provoque le plus de corrosion, c'est la corrosion par
aération. Donc c'est par la présence d'oxygène ou d'air en général dans l'installation, l'interaction entre air, eau et métal qui va créer énormément de corrosion. Comment cet air va s'installer dans l'installation? Première source d'air dans l'installation, c'est le remplissage. Ne soyez pas pressé. En effet, il faut laisser le temps au purgeur d'évacuer l'air. Avant d'être pleine en eau, l'installation est pleine d'air. Donc lors du remplissage, on va remplacer l'air présent dans l'installation par de l'eau. Et cet air va être évacué par les purgeurs en point haut. On va contrôler la variation de pression pendant ce remplissage, car une variation brusque de pression, une élévation très brusque de la pression, va signifier la présence de poches d'air qui vont se comprimer sous la force du remplissage. Alors, donc on a présence naturelle d'air dans l'installation avant qu'elle soit remplie en eau, mais il faut savoir qu'on a également présence d'air dans l'eau de remplissage. Et on vous a concocté un petit sondage que je vais lancer maintenant. Le voici. 1 m3 d'eau à 4 bars et à 10 degrés contient de l'air en quelle proportion? Donc c'est admis que 1 m3 d'eau à 4 bars et à 10 degrés contient de l'air dissous à l'intérieur. En quelle proportion? 11 litres d'air, 45 litres d'air ou 92 litres d'air? Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Merci pour toutes vos réponses. Je vais clôturer le sondage du coup. Hop là. Alors voici les résultats du sondage. Donc majoritairement, vous avez répondu 45 litres d'air. Donc on va le voir dans le slide suivant. Attendez, il faut que je ferme le sondage. Voilà. Alors, on va l'expliquer, cette présence d'air, et on va voir comment la déterminer grâce à la loi de Henry. Donc, premièrement, la loi de Henry, elle décrit la solubilité de l'air, donc la concentration en air dans l'eau, en fonction de la pression de l'eau, la pression du fluide utilisé, et de sa température. Donc ici, on a différentes droites qui vont déterminer, donc, en fonction de la température du fluide, sa concentration en air. Donc ici, on se trouvait sur 1 m3 d'eau à 4 bars ici et à 10 degrés. Donc je me retrouve sur le point de cette courbe, soit 92 litres d'air par m3 d'eau. Okay, donc pour un fluide, pour une eau de remplissage à 10 degrés et à 4 bars, on a d'office 92 litres d'air par m3 d'eau. Maintenant, lorsqu'on va chauffer cette eau, lorsqu'on va mettre en service l'installation et qu'on va chauffer jusqu'à 70 degrés ce volume d'eau, on va extraire en fait l'air de l'eau. Cet air ne se retrouvera plus dissous qu'en proportion de 45 litres d'air par mètre cube. Et en fait, ce phénomène, c'est très simple, on le rencontre tous les jours, hein, comme par exemple en cuisine. Lorsqu'on fait chauffer de l'eau dans une casserole, que se passe-t-il? Alors, on va voir qu'il y aura la formation de microbulles, puis de bulles au fond de la casserole qui vont progressivement remonter vers la surface. Eh bien, c'est ce phénomène que l'on va rencontrer, le même phénomène que l'on rencontrait dans une installation de chauffage. Maintenant, la deuxième influence sur la concentration d'air dissous dans l'eau, c'est la pression. Je reprends le même graphique. Maintenant, je prends mon fluide chaud à 70 degrés, toujours à 4 bars, et on a 45 litres d'air. Si je considère un bâtiment assez élevé, au bas niveau, je vais être sur une pression élevée, donc 4 bars, et plus je vais m'élever dans le bâtiment vers les derniers étages,
plus ma pression va descendre jusqu'à 0,5 bar, par exemple, où je vais me retrouver avec 11 litres, plus que 11 litres d'air, dans l'installation par mètre cube d'eau. Donc ici, en bas niveau du bâtiment, j'aurai énormément d'air bloqué dans l'eau en quelque sorte. Ça, il sera prisonnier de l'eau. Et plus je vais m'élever dans le bâtiment, plus cet air va s'extraire de l'eau. Et lorsque l'on va se retrouver sur cette courbe, on sera en état d'équilibre entre l'eau et l'air, un état dit saturé. Si je me trouve au-dessus de la courbe, je serai sursaturé en air et en dessous, sous-saturé. Voilà. Maintenant, deuxième point d'introduction d'air dans l'installation. C'est l'entrée d'air via les systèmes qui sont dits ouverts. Donc ça peut être n'importe quoi, mais on va parler en particulier du système d'expansion, du vase ouvert. Ce vase d'expansion, il est en permanence en contact avec l'air extérieur. Donc on a une oxygénation permanente de l'installation. C'est le même phénomène que l'on va rencontrer sur les systèmes de bâches à air libre, où l'on a un vase ouvert, on retrouvera différents accessoires autour des électrovannes et des pompes, mais le principe reste le même ici. On a une oxygénation permanente du système, avec des points d'eau très réguliers. Et si on fait l'essai à notre échelle avec un bocal rempli d'eau dans lequel on introduit un clou, eh bien, après 2 ans, en maintenant ce niveau d'eau dans le bocal, voilà l'état dans lequel on retrouve le clou et puis le fluide, d'ailleurs, utilisé dans l'installation, avec formation de magnétite notamment. Donc, un effet dévastateur pour l'installation. Le troisième point d'origine d'entrée de l'air, c'est le mauvais positionnement du système d'expansion. Ici, je prends une installation donc, sur un niveau horizontal, avec donc une pompe, un vase d'expansion positionné au refoulement de la pompe, une vanne de régulation ici, une unité terminale, une vanne d'équilibrage. Si je m'intéresse à la pression statique de l'installation ici, je suis sur la courbe en bleu avec une pression fixe en tout point de l'installation, pompe à l'arrêt. Je mets en service maintenant la pompe. Je rappelle que le vase est positionné au refoulement de la pompe. Lorsque je mets en service la pompe, que se passe-t-il? La pompe crée une hauteur manométrique, donc une différence de pression. Ici, elle est censée augmenter la pression pour pouvoir créer ensuite une circulation. Le problème, c'est qu'elle est confrontée à un point neutre de pression à son refoulement. En effet, le vase d'expansion, au point où il est installé, fixe la pression de l'installation. Et c'est ce qu'on appelle le point neutre. Donc cette pression ne peut plus varier au point où se trouve le vase d'expansion. Donc lorsque la pompe va se mettre en service, elle va mettre en dépression l'installation. Ici, sur le graphe en rouge, j'étais à ce niveau de pression précédemment, ici plutôt. Et maintenant, je me retrouve avec une dépression. Et donc, l'installation va être bien en circulation, mais plutôt que d'avoir surélevé la pression, je l'aurais diminuée. Et lorsque j'ai une dépression, que se passe-t-il? Bien simplement au niveau des purgeurs, et c'est leur rôle, le niveau d'eau va s'abaisser dans le purgeur, ce qui va entraîner le mécanisme et qui va laisser l'air s'introduire via le purgeur dans l'installation. Et c'est le rôle des purgeurs de pouvoir laisser s'extraire l'air au remplissage. Sauf qu'ils ne sont pas censés laisser introduire l'air. Et ça, c'est dû à une dépression dans l'installation. Enfin, on va parler de la perméabilité des matériaux, en particulier de celle du vase d'expansion, des matériaux utilisés pour les vessies ou membranes. Si j'utilise un matériau, un caoutchouc tel que de l'EPDM ou du NR, je me retrouve avec une très grande perméabilité. Donc tous les éléments de l'installation sont évidemment étanches à l'eau, mais pas forcément à l'air.
Et ces caoutchoucs ne sont pas étanches à l'air. On retrouvera d'autres matériaux tels que le NBR ou le SBR. Ici, on a une perméabilité moyenne, légèrement accrue, mais ce n'est pas encore suffisant. Le matériau que l'on va vraiment vouloir utiliser pour la vessie, c'est le butyl, parce qu'il a une très faible perméabilité. Il est très étanche à l'air et il va empêcher l'air de s'introduire dans l'installation. Maintenant, je vais vous parler des conséquences de ces terres. On les connaît toutes, enfin pas toutes, mais en tout cas, on connaît le bruit dans les conduites, les sifflements dans les robinets de radiateurs, les phénomènes de glou-glou. On les a tous rencontrés, mais on ne sait pas toujours comment traiter le problème. Un deuxième problème, c'est la perte d'efficacité énergétique, la perte de puissance de chauffe. Un radiateur qui ne chauffe pas. Ici, j'ai un radiateur rempli en eau jusqu'à ce niveau et je me retrouve avec une poche d'air en niveau haut du radiateur. Qu'est-ce que cette poche d'air va engendrer? Eh bien, lorsque le fluide va s'introduire dans le radiateur en circulation pour pouvoir émettre ensuite sa chaleur, il va directement être projeté vers la sortie du radiateur. Pourtant, on a bien de l'eau dans le radiateur, mais le problème, c'est que la circulation ne s'effectue plus que directement entre l'entrée et la sortie. On n'a plus d'échange de chaleur avec le radiateur. Et si on prend ce radiateur à la caméra, si on le filme à la caméra thermique, donc à la caméra thermique, les couleurs chaudes vont signifier une température élevée et les couleurs froides des températures plutôt basses. Voilà, une vidéo de cette caméra thermique. J'ai donc le fluide ici chaud qui arrive dans le radiateur. Donc on voit qu'il commence à propager sa chaleur dans le premier compartiment du radiateur ici. Il devrait normalement ensuite se propager sur le reste de la surface du radiateur. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Alors, on a un léger échange avec le deuxième compartiment, mais ça s'arrête ici. Et encore, on n'est pas sur des températures très élevées. Le cœur de notre chauffe, il est ici. Donc, uniquement entre l'entrée, sur cette petite portion, entre l'entrée et la sortie du radiateur. Donc, si j'ai un radiateur qui fait 1000 watts, ici, en réalité, je n'ai plus qu'une puissance de 100 watts. Maintenant, j'ai une seconde vidéo où on a purgé ce radiateur. Et on va voir très vite ce qui va se passer. Et là, le fluide, vous voyez, se propage à travers l'ensemble du radiateur. Et donc, toute la surface du radiateur augmente en température. Et on voit bien l'échange de chaleur qui s'opère entre le radiateur et la pièce où on se trouve. Et donc, cette température baisse progressivement lorsqu'on va vers la sortie du radiateur. On a un bon échange thermique cette fois. Troisième problème, c'est la corrosion dite invisible. On va parler de rugosité. Donc, si je prends un tuyau en DN25, sa rugosité, ça va être la moyenne des hauteurs des aspérités que l'on va retrouver à l'intérieur de la conduite. Donc, un tuyau neuf sans corrosion, il a une rugosité de 0,05 mm, donc très très faible, et une perte de charge de 12 mm de colonne d'eau. Okay. Maintenant, si j'augmente la rugosité de ce matériau, avec évidemment la corrosion, je vois l'impact que ça a sur les pertes de charge. Jusqu'à atteindre 1 mm de rugosité, lorsqu'on a une forte corrosion sur l'installation, et des pertes de charge drastiquement augmentées ici. Et je me retrouve avec plus de 30 mm de colonne d'eau de perte de charge pour ce tuyau. Donc une augmentation considérable de la perte de charge et donc possiblement un sous-débit sur votre installation.
Enfin, la corrosion du fer génère de l'oxyde ferrique. Cet oxyde est ensuite amené à se transformer en magnétite. Un peu de mathématiques rapidement. 10 grammes d'oxygène dans l'eau de chauffage forment 36 grammes de magnétite. Dans un mètre cube d'eau à 10 degrés et à 4 bars, on a environ 30 grammes d'oxygène, grâce à la loi de Henry. Et on retrouvera dans l'installation jusqu'à 108 grammes de magnétite par mètre cube d'eau. Et on connaît les effets dévastateurs de cette magnétite. Ici, par exemple, sur un radiateur très corrodé, donc qui a perdu énormément en matière. Et on a une fuite qui se crée ici avec on voit la magnétite qui s'échappe du radiateur. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Laurent qui va vous décrire donc les différentes formes de gaz que l'on va retrouver dans l'installation et les solutions pour les extraire. Merci Antoine. Alors, on va trouver l'air sous 3 formes dans l'installation. Antoine? Oui, je te rends la main. Hop. Ouais. Bon. Je te laisse faire continuer la présentation, s'il te plaît. Ah, d'accord. Oui, c'est plus facile pour les slides. On a un petit souci de PowerPoint, en fait. Vas-y. Bien. OK. Alors, les trois formes d'air dans l'installation. Donc, l'air va se manifester d'abord par une première forme qu'on retrouve au remplissage, en fait. Ce sont les poches d'air. Les poches d'air qui vont résulter d'une purge qui n'a pas été suffisamment efficace. Et donc, on va retrouver ces accumulations d'air, notamment sur les points hauts des conduites. La deuxième forme que prendra l'air, ce sera en fait des microbules qui vont se mélanger dans le flux. Et ces microbules donc suivront en fait le flux lorsque le système est en fonctionnement. Et elles auront d'ailleurs ces bulles selon leur taille des vitesses différentes. Ces deux formes d'air correspondent en fait à ce qu'on appelle l'air sous forme de gaz libre et pourront être évacués plus ou moins facilement selon l'état. La troisième forme qu'on retrouvera, c'est naturellement d'ailleurs également, c'est l'air dissous dans l'eau, comme on l'a décrit précédemment avec la loi de Henry. Naturellement, l'air est présent et les gaz sont présents sous forme dissous dans l'eau. Et là, la difficulté, c'est qu'ils sont liés en fait aux molécules d'eau. Donc là, on peut dire que les gaz ne sont pas libres, les gaz sont directement dissous dans l'installation. Donc, pour pouvoir éviter les conséquences néfastes de l'installation, il faudra donc évacuer ces trois formes d'air dans l'installation. Et donc, la première, c'est d'utiliser effectivement un bon purgeur. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon purgeur? Tout d'abord, déjà, il faudra le positionner partout où ce sera nécessaire, sur les conduites et en point haut, bien évidemment. Ensuite, il faudra laisser ces purgeurs actifs car ces trois formes d'air qu'on a vues tout à l'heure, elles sont en fait en équilibre selon que l'installation est à l'arrêt ou en fonctionnement. Et justement, lorsque l'équilibre se bougera en fait entre les gaz dissous, évolueront vers des bulles et des bulles pourront également se dissoudre. C'est pour ça que c'est important de laisser ces purgeurs actifs. Ensuite, il ne faut surtout pas mettre de raccord auto-étanche. L'objectif pour le purgeur, c'est pour qu'il soit efficace, éviter ces poches qui restent, c'est que ces purgeurs, en fait, le raccord auto-étanche aurait une problématique d'empêcher les gaz de passer en réduisant la section de passage. Voilà, les bulles auraient tendance à s'accrocher en fait aux parois. Enfin, il faudra une technologie sans fuite car là, sur l'exemple d'une photo, là, vous voyez les efflorescences sur le purgeur. Ça, c'est les caractéristiques de fuite d'eau, tout simplement. Alors, les fuites, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire que la pression va chuter. Donc, la pression chutant, on va avoir de nouveau des entrées d'air par d'autres purgeurs. Et surtout, on va devoir, pour remettre la pression en état de fonctionnement, réinjecter de l'eau. Et cette eau qu'on va réinjecter sera encore plus corrosive puisqu'elle sera gavée d'oxygène, également qui est très corrosif. Voilà pour les éléments de base. Si on résume les caractéristiques, il faut surtout avoir un bon diamètre de passage. Le minimum, c'est le demi-pouce. Ensuite, au niveau de la technologie, là, on prend le cas de l'expérience de Pneumatex depuis plus de 30 ans. Il faut un diaphragme qui permet de stabiliser la chambre d'air
pour éviter des mélanges et des fuites. Et enfin, si on prend le haut du purgeur, il faut que le clapet soit ouvert trop progressif, quelle que soit en fait la variation ou la pression de l'installation. Il doit pouvoir en fait laisser s'échapper l'air de façon progressive pour éviter également des fuites. Voilà. Alors, ces purgeurs, ils ne servent véritablement qu'au remplissage initial. L'objectif, c'est qu'ils ne servent finalement jamais en fonctionnement. Lorsqu'ils sont en fonctionnement, ils ne servent à strictement rien, puisque les bulles qui sont en fait liées à l'écoulement ne pourront pas être captées par ce purgeur. Donc, il faudra utiliser en fait un autre système pour pouvoir évacuer cette autre forme d'air que sont les bulles dans l'installation. Antoine, s'il te plaît. C'est en fait le phénomène physique de la coalescence. Alors, qu'est-ce que c'est que la coalescence? Comme le titre l'indique, c'est la fusion des bulles. En fait, lorsque plusieurs bulles vont se rencontrer les unes les autres, lorsqu'elles vont être en contact, elles vont se fusionner entre elles pour générer en fait de plus grosses bulles. Voilà le principe. Et ces plus grosses bulles sont plus facilement chassables de l'installation, peuvent plus facilement les extraire au moyen justement, comme des poches, au moyen de purgeurs. Alors, pour pouvoir justement faire fusionner ces bulles, on va avoir deux types d'usages. Le premier, ça va être le séparateur de microbules. Clairement, le séparateur de microbules, en fonctionnement, en fait, il va capter la totalité du débit de l'installation et on va faire en sorte de faire cette coalescence de bulles en réduisant la vitesse des bulles dans l'écoulement et en les faisant se rencontrer les unes entre elles au travers de ce qu'on appelle ici des hélistyles. Et en point haut, une fois que le système est stabilisé, les bulles remontent pour pouvoir être échappées et évacuées par le sommet du séparateur de microbules. Maintenant, le séparateur du microbule a des limites. Déjà, il a une sélection qui va être faite en fonction du débit de l'installation. Et surtout, Antoine, la limite d'utilisation, c'est que ce séparateur de microbules ne peut éliminer que les bulles déjà présentes dans le système. Ça signifie que on va le placer idéalement là où la température est la plus élevée. Là, si on prend l'exemple de la photo, on va avoir une chaudière. Donc, en sortie de chaudière, si la température est suffisamment importante, il va y avoir génération de bulles, à condition que la pression statique ne soit pas trop importante à cet endroit de l'installation. Et c'est là justement la limite véritable de l'utilisation de ces séparateurs de microbules. Si on prend le schéma qui suit, si la hauteur statique est trop importante entre le sommet finalement et la position du séparateur de microbules, celui-ci est clairement inefficace. Et un ordre de grandeur à vous donner, c'est que voilà, pour des installations inférieures à 10 mètres, on peut utiliser ces séparateurs, mais au-delà de 10 mètres de colonne d'eau, ils sont inefficaces. Il faudra trouver un autre moyen pour pouvoir séparer les bulles, parce que celles-ci déjà ne seront ni collectées et certaines auront tendance même à rester accrochées les microbules aux parois. C'est là donc qu'on va donc utiliser des centrales de dégazage par dépression. Donc, ces centrales auront deux fonctions, donc récupérer toutes ces bulles, mais aussi et surtout de récupérer les gaz dissous. Alors, comment on extrait les gaz dissous dans l'installation? On utilise en fait le principe physique de la différence de pression. Lorsque la différence de pression est suffisamment importante dans l'installation, on va générer des bulles. Dans l'exemple classique de la bouteille d'eau effervescente, vous ouvrez le bouchon de bouteille, naturellement, et les bulles jaillissent. Le but, donc, ça va être de sous-saturer fortement en gaz, de sous-saturer, excusez-moi, l'installation en gaz dissous. Alors, pourquoi? Sous-saturer, ça veut dire qu'en fait, on va appauvrir l'eau en gaz. Il y aura très peu de gaz. La première des choses, c'est pour pouvoir minimiser la corrosion, car les gaz dissous contiennent de l'oxygène, et si le dégazage est fait suffisamment rapidement, on extrait l'oxygène avant de pouvoir en fait qu'il puisse se transformer par oxydation. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir également purger les ramifications par absorption, et notamment les installations qui sont compliquées, qui ont beaucoup de ramifications. Il y a des poches d'air qui peuvent rester actives. Et l'eau, en étant sous-saturée, va se comporter comme une éponge à air. En fait, elle va dissoudre partiellement une partie des poches en entraînant celle-ci sous forme de bulle vers le reste de l'installation.
En troisième point, c'est que si on fait disparaître la totalité des bulles de gaz en sous-ceinturant l'installation, il n'y aura pas de genèse de nouvelles bulles. On n'aura donc plus de bruit ni d'érosion. Car ces petites bulles qu'on retrouve ont la fâcheuse tendance, comme elles sont plus légères que l'air, plus légères que l'eau, d'entraîner avec elles les particules de magnétite. Enfin, on n'aura plus de perturbation de circulation ni de perte de puissance, ce qui est important pour l'installation. Voilà les objectifs de la centrale de dégazage. Le cycle de dégazage par le vide, quel est-il? On va, en fait, dans un premier temps, on va aller prélever de l'eau en bypass sur l'installation. On va prendre donc là où l'eau est la plus riche en gaz. C'est généralement sur le retour de l'installation puisque la température est plus froide et là où la pression est la plus élevée. Clairement, la centrale de dégazage se trouve à proximité du maintien de pression. Une fois qu'on a prélevé cette eau, on va réduire la pression pour libérer les gaz dissous. On va les fusionner par moyen de la coalescence et les extraire. Ça, c'est la deuxième étape du cycle. Et enfin, une fois qu'on va avoir appauvri en fait l'eau en gaz, on va la réinjecter dans l'installation. Et ce cycle en fait de 3 étapes, on va le répéter jusqu'à ce que l'on obtienne une sous-saturation en gaz quasi totale de l'installation. Voilà clairement les usages. Donc on retrouve sur la petite animation le in, je prélève l'eau, je la traite et en troisième lieu, je la réinjecte. Voilà la centrale. Alors, au niveau des centrales de dégazage, il y a différentes technologies. On peut distinguer 2 types véritablement selon le niveau de dépression. On va retrouver des dégazeurs atmosphériques, à pression atmosphérique, et des dégazeurs sous vide. Alors, les dégazeurs à pression atmosphérique, ça existe sur le marché. La problématique que l'on considère, c'est que la vitesse en fait de dégazage est très limitée, parce que voilà, ça met beaucoup plus de temps puisque la pression est plus faible. Et de même, puisqu'on n'arrive pas à aller à des pressions négatives, on n'obtient pas une sous-saturation totale, donc elle n'est que partielle, donc elle n'est pas suffisamment efficace. Donc, on privilégie les centrales de dégazage sous vide. Et avec les centrales de dégazage sous vide, on va distinguer 2 types. Le type classique, d'ailleurs que Pneumatex en 85 avait développé également. En fait, en tirant en vide, on va générer des bulles et on va tâcher en fait par une coalescence dite aléatoire de faire fusionner ces bulles et de les extraire. Le seul problème, c'est que ces bulles, lorsqu'on va éjecter cet air, on va donc remonter en pression. Ces bulles en fait ont tendance à se redissoudre rapidement. Pour pouvoir augmenter en fait ce rendement de dégazage, IMI Pneumatex a breveté une technologie cyclonique qui est brevetée. On pourra parler un peu plus tard puisqu'on vous donnera une petite vidéo. L'objectif en fait, c'est d'augmenter la vitesse de dégazage en faisant une coalescence des bulles le plus rapidement possible. Voilà pour le principe de la technologie. Donc, privilégier cette technologie-là. Au niveau de la gamme, donc clairement, on a une nécessité d'utiliser des centrales de dégazage, encore plus aujourd'hui, puisque les températures des générateurs sont de plus en plus faibles en chauffage. D'ailleurs, au niveau de la gamme, aujourd'hui, vous voyez, elle est très étendue chez IMI. On va des petites ventaux compacts jusqu'au ventaux VI, et on va couvrir en fait un champ de volume d'installation de quelques mètres cubes jusqu'à 300 mètres cubes. Le but de ce slide, c'est aussi de vous montrer en fait la sélection de ces centrales. Elle va être faite en fait en fonction de la pression de service de l'installation. Et en fonction de la pression de service de l'installation, on utilisera un modèle ou l'autre de façon à pouvoir générer justement ce vide. Et également, on distinguera 2 types de modèles. Un modèle dédié au chauffage, qu'on appelle un modèle E, et un modèle dédié au refroidissement. Le refroidissement, je vous rappelle que c'est également important de dégazer l'installation puisqu'elle est froide, elle est beaucoup plus riche en gaz dissous. Donc, en synthèse, on a donc 3 types de solutions pour extraire les formes d'air. On va retrouver le purgeur qui a pour efficacité de faire la première purge de mise en service, le séparateur qui pourra éventuellement faire une purge en fonctionnement, pour le coup,
Maintenant, son usage permet d'utiliser de répondre à bon nombre de critères. Simplement, il sera limité à des petites installations. Le choix voilà, qu'on peut afficher, c'est qu'il faut utiliser des purgeurs efficaces automatiques pour la purge initiale et ensuite privilégier une centrale de dégazage pour pouvoir dégazer, éviter les bruits, garantir la puissance et minimiser l'érosion et la corrosion. Alors sur ce dernier point, je dis minimiser la corrosion, vous voyez qu'on dit qu'il convient avec limitation parce que la centrale de dégazage ne convient pas seule. Si vous mettez une centrale de dégazage avec des purgeurs, c'est très bien. Maintenant, si votre maintien de pression associé est ouvert, ce qui va se passer, c'est que d'un côté, en fait, on extraira de l'air pour sous-saturer l'installation et de l'autre côté, on regazera l'installation avec de l'oxygène actif. Ce n'est pas à privilégier, c'est même à déconseiller pour le coup. En fait, la configuration qu'il faudra ajouter justement pour avoir une protection totale, c'est donc un maintien de pression fermé. Et je vous donne dans le prochain slide quelques éléments de choix. Hein. Donc pour des installations en chauffage inférieur à 700 kW, privilégier un vase d'extension dit statique ou sur lequel on pourra ajouter notamment une petite centrale de dégazage. Alors là, je vous ai indiqué ce qu'on appelle un Simplimento. Et Init Novatex, on a prévu en fait d'utiliser également des petites centrales de dégazage comme un outillage, c'est-à-dire que à l'installation, au remplissage, on a notre vase, on va dégazer l'installation, puis on retire en fait cette petite centrale et éventuellement lors de l'exploitation, à la remise en chauffe de l'installation, on revient de nouveau dégazer l'installation. Pour les installations plus importantes, notamment avec, on utilisera donc des maintiens de pression soit à compresseur, soit à pompe. Lorsqu'on utilisera des maintiens de pression à compresseur, on associera donc la gamme Vento que j'ai décrit précédemment. Et lorsqu'on utilise des maintiens de pression à pompe de marque IMI, Pneumatex, ceux-ci ont également une centrale de dégazage qui est intégrée. Donc on a ce qu'on appelle un tout en un. Ce système est aussi intéressant pour les très grandes puissances en volume et en puissance d'installation. Bien. Oui, je me permets juste d'intervenir. Vas-y, je t'en prie. Petite faute sur le slide. Ici, c'est écrit inférieur à 8 MW. C'est supérieur à 8 MW. Et c'est en fait, c'est ça couvre la totalité de l'installation et au-delà de 8 MW, effectivement. Merci pour la correction, Antoine. Donc, en conclusion de ce qu'on a pu présenter, la première chose, c'est que la saturation en air dans l'installation, c'est-à-dire l'équilibre entre les gaz et l'air libre, elle dépend du remplissage initial. Et le pouvoir éponge, c'est-à-dire le pouvoir éponge en air de l'eau, ça sera lié en fait aux variations de température et de pression. C'est-à-dire que l'installation en fonctionnement ou à l'arrêt évoluera et donc le pouvoir qu'elle a de faire de l'éponge évoluera également. Les conséquences de la présence d'air, ce sont, on l'a dit tout à l'heure, des bruits dans l'installation, des fuites également sur les radiateurs ou voire même sur les générateurs. La réduction des sections d'écoulement, ce qui fait que derrière, on va réduire aussi les débits, donc également la performance. Et on peut aussi avoir des instabilités en fait je l'ai même dit, vas-y, on va continuer, c'est plus facile. En fait, on va avoir une réduction de puissance puisqu'on a une réduction du débit et de surface, hein, puisque ça sert également d'échange. Et enfin, en fait, on va modifier le comportement effectivement des vannes de régulation, puisqu'il va être instable par des variations de pression liées à la présence de gaz. Les solutions pour pouvoir répondre, elles sont au nombre de 3. Il faut d'abord utiliser des purgeurs automatiques efficaces, rajouter une centrale de dégazage, je dirais presque quasiment systématiquement, et surtout les associer à un maintien de pression fermé avant toute chose et étanche, d'où l'intérêt d'une vessie en butyle. Voilà l'ensemble des solutions pour traiter l'air, la présence d'air dans une installation, quelle que soit sa forme. Voilà Antoine, on a fini avec la conclusion. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'étape des questions-réponses.
Ah oui, en petit lien également. Donc, on vous laisse également en lien la vidéo du dégazage. Il y a une vidéo qui est très bien faite, là, qui est très didactique, qui explique le principe de la centrale et comment en fait les gaz vont effectivement, les bulles d'air vont fusionner ensemble et être chassés par les purgeurs. On vous laisse également une brochure, car on a étendu la gamme des centrales cette année avec la gamme Vento Copac qui va aller chercher les petites installations, et notamment la Simply Vento qu'on utilisera comme un outillage en fait, de dégazage. Voilà, Antoine. Merci. Oui, donc n'hésitez pas, vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube ou également le lien sur notre support de présentation. Alors, du coup, maintenant, on va passer à vos questions. Alors, bonjour, vous avez parlé de supprimer ou fortement réduire le risque de corrosion en enlevant l'air dans l'installation. Est-ce que le traitement d'eau de chauffage, exemple avec l'ajout de molybdène, n'est plus utilisé ou doit-on le conserver? N'est plus utile ou doit-on le conserver? Voilà, c'est une bonne question. Bonjour à tous, Jean Olivero. Merci déjà à Antoine et à Laurent parce qu'ils ont travaillé dans des conditions compliquées. Laurent avait un problème informatique et ça a été très chaud, donc ils se sont très très bien tirés. Donc merci à vous deux. Alors la question est compliquée pour moi même parce que le mot molybdène, je ne connais pas. Donc je pense qu'on va converser, mais par principe, on peut toujours avoir des traitements dans un réseau de chauffage. Ce n'est pas inutile, loin de là. Par contre, c'est toujours un effet croissant. On commence par empêcher l'air de rentrer en réseau, on élimine et après on traite. On ne fait pas le contraire. On ne dit pas je traite et après je vais peut-être isoler de l'air. Il y a toujours un élément croissant. Par contre, pour ce produit-là, je me permettrai de vous appeler pour qu'on puisse en discuter de vive voix. Voilà. Et là, je n'ai pas de connaissance de ce produit. Nous ne sommes pas du tout des traiteurs d'eau, donc chimie, on est plutôt, nous, dans la physique, comme vous avez pu le voir avec la loi d'Henry et les autres éléments. Je dirais également, en fait, en général, l'ajout d'éléments de traitement, il faut plus les utiliser en forme de préventif plutôt qu'en curatif. C'est ça qui est important, véritablement. Merci. Donc, je passe à la question suivante. Peut-on avoir la présentation en PDF pour pouvoir en discuter avec les collègues? Bien sûr, on vous enverra la présentation en PDF. Vous aurez également accès au replay et à notre vidéo sur le dégazage et nos brochures également. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres éléments, à nous solliciter par la suite. Question suivante. Bonjour, dans un cas de vase d'expansion fermé avec membrane en EPDM et gonflé en gaz neutre, quel est l'impact de ce gaz sur l'installation? Alors la question, si je la comprends bien, c'est que vous avez un système avec une membrane, on ne parle pas de vessie, donc on a d'un côté de l'eau, de l'autre côté de l'air, et on a un gaz neutre. Alors si vous avez un gaz neutre, vous allez mettre de l'azote par exemple, hein, c'est ça, enlever l'oxygène, ça va pouvoir fonctionner très bien sur le principe, sauf que si le PDM le PDM est un élément qui est plus poreux que le butyle, le gaz va passer à travers. Il va passer, il ne va pas détruire, faire de la corrosion parce que c'est de l'azote, sauf qu'il va se dégonfler ce vase. Et si ce vase se dégonfle, c'est exactement ce qui avait été expliqué par Antoine, c'est qu'à ce moment-là, le point neutre va moins bien être maintenu en pression. Et s'il est moins bien maintenu en pression, vous allez avoir des appels d'air. Donc, ce n'est plus un effet de diffusion qui va être embêtant, c'est un effet de maintien de pression. Et on parle d'un vase d'expansion statique, mais c'est aussi, entre guillemets, un maintien de pression parce qu'on fait l'expansion et le maintien de la pression. Oui, merci. Merci. Oui, vas-y. Je vois juste qu'il y a marqué merci pour cette présentation, donc c'est gentil. Ensemble. Ouais. Je voulais préciser juste par rapport à ta réponse, Jean, sur le PDM. En effet, comme j'avais montré, le point neutre, si on a un décalage du point neutre sur l'installation, eh bien, on a une dépression à un moment donné qui va se créer. Et donc, cette dépression, elle va entraîner l'introduction d'air. C'était juste pour compléter rapidement. Donc, on peut passer à la question suivante, du coup. Alors, de l'eau glycolée. Bonjour, a-t-on la même quantité d'air avec de l'eau glycolée? Alors, je ne connais pas le pouvoir de la dissolution de l'air dans le glycol.
Mais comme c'est déjà de l'eau glycolée, effectivement, il y a déjà un rapport. Après, à 30% de glycol, par exemple, est-ce que ça change beaucoup de choses? J'en ai pas la moindre idée pour l'instant. Ça ne m'a jamais été posé. Je pourrais me renseigner. Je vous avoue que là, je n'ai pas la réponse. Donc, à creuser, en effet. Ben, on reviendra vers vous avec plus d'éléments. Tout à fait. Préconiser des canalisations PER avec des barrières anti-oxygène systématiquement. Alors, on peut préconiser effectivement des éléments pour que l'air ne rentre pas. Mais c'est un détail par rapport déjà rien qu'au système d'expansion. C'est un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt, on va commencer à s'accentuer sur un élément alors qu'il y en a beaucoup derrière. Toujours, il y a une priorité. Si on se rappelle un petit peu de ce qu'on a discuté pour les vagues d'expansion, le dimensionnement, on commence toujours par l'élément qui est le plus simple et le plus efficace. Hein. On fait toujours le moins de travail possible pour le plus grand résultat. C'est un petit peu le but au départ. Et puis après, ça devient de plus en plus dur et ça rapporte de moins en moins. Si vous commencez à déjà faire en sorte que l'expansion fonctionne bien, qu'elle n'amène pas d'air, qu'on peut dégazer, le reste devient à cet instant-là plus important. Mais ce n'est pas la priorité, sachant aussi qu'un flexible est énormément poreux, bien plus que tout ce qui va être plancher chauffant. Un simple flexible qui fait quelques centimètres va permettre beaucoup plus d'entrée d'oxygène. Je vous ai posé pour les installations solaires, est-ce qu'on peut mettre des ZUV plus grands en DN25? Pour les installations solaires, effectivement, on a la possibilité d'avoir des dégazeurs solaires où l'intérieur, excusez-moi, nous avons un hélistyle, un élément que nous avons vu et qui est en inox, avec aussi un purgeur qui a lui-même un flotteur en inox, bien sûr pour résister à la température. Ça permet de pouvoir dégazer. Le solaire est quand même effectivement un système assez complexe parce que si vous mettez votre dégazeur trop haut et que vous vaporisez dans vos capteurs, vous allez avoir une vaporisation du glycol à l'extérieur. Et on revient toujours au même point, si le vase d'expansion est dimensionné correctement, quand je dis correctement, il est capable d'absorber la capacité, le volume des capteurs, lorsque les capteurs vaporiseront, parce qu'ils risquent de vaporiser un jour s'il y a un arrêt, on pourra prendre la totalité du fluide dans le vase d'expansion et après le restituer correctement. C'est le but. Et le dégazage devient un peu superflu. Il peut aider au départ, mais c'est surtout le vase qui doit être le plus important, surtout par le fait d'avoir la vaporisation des capteurs. Si j'ai bien compris, la position du vase d'expansion sera placée avant le circulateur. Oui, toujours. Alors, si vous pouvez, c'est regarder le webinaire précédent sur le maintien de la pression et le vase d'expansion, qui permet finalement d'expliquer qu'on rajoute, et Antoine l'a très bien expliqué par cette partie de présentation, où le vase d'expansion, c'est le point neutre, c'est la pression qui ne varie jamais si la température est fixe à un moment donné. Si la température varie, c'est clair que l'eau va se dilater, donc va rentrer dans le vase d'expansion, et à ce moment-là, il y a une variation de pression. Mais c'est un référentiel, c'est comme l'électricité, c'est la masse, c'est un référentiel. Et si vous mettez une pompe avant, eh ben, ça sera la sortie de la pompe qui ne bougera pas. Si vous mettez une pompe après, ça sera l'entrée de la pompe qui ne bougera pas en pression. Donc c'est très important de rajouter une pression supplémentaire en tout point des réseaux plutôt que de la soustraire. Pouvons-nous cumuler un désembouage d'installation puis procéder à un dégazage? Bien sûr, le désembouage est des fois malheureusement nécessaire, c'est curatif. Hein. Si on n'a pas fait du préventif, effectivement, il n'y aura pas le choix. Puis même des fois, quand on fait des installations vraiment au mieux, il arrive des fois où on a des problèmes de boue. Alors ça peut être parce qu'on a fait plusieurs travaux dessus, par d'autres choses. Mais bien sûr, le désembouage est un élément important. Mais ça ne doit pas être la solution unique. Il est important de pouvoir prévenir. Mais souvent, quand on est appelé, c'est comme tout, c'est quand on est appelé qu'on a le problème. Si on peut venir en amont de ce problème, on peut prévenir, on va pouvoir gagner du temps et surtout beaucoup de parties financières. Est-ce que j'ai oublié des questions, Antoine? Oui, on en a encore. Ouais. Oui, bonjour. Y a-t-il intérêt à dégazer de l'eau de remplissage avant de l'introduire dans l'installation, aussi pour le rinçage préliminaire? Merci, très bonne présentation. On vous remercie de votre mot. Alors, on peut dégazer l'eau. Effectivement, la centrale de dégazage peut le faire, mais quand vous dégazez de l'eau et que vous l'introduisez dans un réseau qui a déjà de l'air, l'air va se redissoudre. Donc, je dirais que vous pouvez faire effectivement aux
aux appoints d'eau. Mais quand vous remplissez, ça pour moi, pas vraiment d'utilité parce que le remplissage va être très lent. Le mieux, la procédure, c'est, comme l'a bien décrit Antoine, c'est ne pas être pressé. Vous remplissez progressivement le réseau pour que l'eau puisse pousser les poches d'air le plus vers les purgeurs. Naturellement, quand le réseau est rempli totalement, l'expansion va maintenir une pression positive, on dégaze. Et si vous avez besoin d'appoint, à ce moment-là, la centrale de dégazage, elle, peut faire des appoints avec de l'eau totalement dégazée. On rentre, au lieu de prendre l'eau du circuit, on prend de l'eau de ville, on la tire au vide et on l'introduit après dans le réseau. Donc oui, c'est possible, mais pas en remplissage. J'en vois pas l'utilité et surtout que vous allez, entre guillemets, avoir de l'air qui va se redissoudre quasiment immédiatement dans l'eau que vous aurez dégazée. Bonjour, dans la solution compresso-transféro, n'attaque pas la solution de dégazage. Alors, dans la solution compresso, nous n'avons pas de dégazage parce que c'est un compresseur et il n'y a pas de pompe. Par contre, dans la solution transféro, il y a un dégazage puisque c'est le transféro TV, T comme transféro et V comme vento, et on a effectivement une centrale de dégazage intégrée totalement à l'intérieur. Et c'est tout l'avantage du produit de pouvoir jumeler à la fois de l'expansion qui va fonctionner que peut-être 1% du temps dans la journée, et 99% du temps, on pourra dégazer. Donc, c'est vraiment optimiser le système. Donc, oui, ça existe, oui, ça fonctionne, et oui, on a en plus un gain de place et financier. Ouais. Pour revenir sur ce petit tableau, donc ici, on avait le vase d'expansion statique en combinaison avec le SimpliVento pour faire expansion et dégazage. Deuxième option, c'était maintien de pression à compresseur plus centrale de dégazage. Et enfin, troisième option, c'est uniquement en un seul bloc, le maintien de pression à pompe avec des dégazages intégrés, donc type transféro dans notre gamme. Qu'est-ce qui nous reste? Comment peut-on accéder au webinaire sur le maintien de pression? Ça, il va vous avoir un retour de votre présence pour vous remercier de votre présence et vous aurez les liens pour pouvoir accéder au replay et aux documentations. Non, mais je pense qu'il évoque le précédent webinaire, donc sur le dimensionnement du maintien de pression. Tu as raison, Antoine. J'ai lu trop vite, effectivement. J'ai une autre question. Excuse-moi. Attends, du coup, pour y répondre, sur notre site internet, vous pourrez retrouver donc dans la rubrique webinaire tous nos replays de webinaires donc, qui sont disponibles sur YouTube. Donc vous avez des liens, vous cliquez et ça vous envoie sur YouTube avec la vidéo du webinaire. Et vous avez également les supports disponibles. N'hésitez pas, si vous avez un problème et vous ne trouvez pas, à nous contacter. Il y a encore une question. Avez-vous une centrale pour des installations à 18 bars? Alors oui, effectivement, c'est pas courant, 18 bars, ça va être, je pense, un immeuble de grande hauteur. On a une version qu'on appelle la version I, donc la VI, et qui peut monter jusqu'à à peu près 20,5 bars de pression dans un réseau. Donc c'est vraiment, effectivement, ça nécessite une technologie bien précise, parce qu'il y a des pressions comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais effectivement, on le fait parce que dans des bâtiments de cette hauteur-là, on a un dégazage très important à pouvoir faire. Tout à fait. Et ça existe aussi bien pour la centrale de dégazage que aussi pour la partie transféro, donc expansion et dégazage. Est-ce qu'il est efficace d'utiliser votre centrale de dégazage sur des installations récentes qui ont régulièrement de l'air dans les radiateurs? Alors, oui, tout à fait. Et je pense que vous parlez récente. Alors, je pense que c'est des installations avec les RT 2020 où on a vraiment des fois des petites puissances, pas beaucoup d'eau et des fois pour purger les radiateurs, c'est assez compliqué. Et je pense qu'il doit y avoir du bruit. Et oui, on peut le faire, mais toujours la même logique, si l'expansion ne fonctionne pas, la centrale de gazage est totalement inutile. Donc toujours dans le principe, je fais en sorte que l'expansion fonctionne bien, je peux dégazer et si l'installation est ancienne, je récupère des bouts ou préalablement je fais des embouages si nécessaire, mais toujours dans le même ordre. Vous mettez une centrale de dégazage, l'expansion ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Vous avez gaspillé de l'argent. Commencez pour l'expansion et ajoutez la centrale si vous voulez, mais ne faites pas que la centrale, vérifiez le vase. J'ai beaucoup de personnes qui nous disent « Oui, mais l'expansion n'a que 2 ans. » Certes, mais vérifiez-la ou changez-la. Mais faites en sorte qu'elle fonctionne. C'est vraiment le point le plus important. Si un message est important là-dessus, c'est l'expansion doit bien fonctionner pour qu'on puisse faire un bon dégazage. Est-ce que j'en vois d'autres?
Peut-on Alors, supprimer les désemboîreurs en parallèle si nous avons un transféro? Alors, on peut ne pas mettre de système de récupération de particules si l'installation est totalement neuve, puisque le but, c'est d'empêcher les particules et de retarder fortement la corrosion. Maintenant, si l'installation est ancienne et qu'on vient de changer de nouvelle chaudière, on vient de poser de nouvelles chaudières, il est clair que pour les protéger, et le fabricant a raison, il va falloir protéger, donc les protéger par un élément de séparateur de particules, de préférence en ligne, pour les capter le plus rapidement possible avant qu'elles entrent dans la chaudière. Je t'ai coupé, Antoine? Non, non. Enfin, si, attends. Oui, il y avait une question que je voulais. Je je l'ai perdue. Excuse-moi. Juste une précision pour ce que on a ce que l'on a en la vision actuellement. Le maintien de pression par pompe, c'est bien inférieur à 8 MW, mais c'est plus. Alors, on l'explique comment? C'est inférieur au mégawatts. C'est-à-dire qu'en fait, dans le maintien de pression par pompe, on peut aller même jusqu'à 12 MW. Donc, on peut démarrer à 0 jusqu'à 12. Voilà comment il faut lire cette partie gauche. Voilà. Donc, le trait est bien juste ensemble. C'est bien inférieur à 8, mais c'est plutôt inférieur à 12, parce que c'est 8 MW plus, c'est qu'on peut aller au-delà de 8 MW. Un maintien de pression par pompe est fait par nature pour transférer, comme transféro, de l'eau du vase d'expansion dans la station rapidement, plus vite qu'un compresseur. Donc, plus on monte en pression ou plus on a de la puissance, plus on a besoin d'une réaction rapide. C'est pour ça qu'on s'oriente plus par des maintiens de pression par pompe quand on a des grandes puissances ou de la hauteur, mais on peut fonctionner aussi avec des petits bâtiments d'une dizaine de mètres avec un système de transféro. C'est possible, la gamme est plus large. Les installateurs ont du mal à comprendre le neuf. Je ne comprends pas. Ce nous garantit. Ah oui, dans le neuf, est-ce qu'on peut garantir qu'il n'y aura pas de boue? En général, c'est tellement compliqué dans certains réseaux, mais la limitation des boues sera faite si l'expansion fonctionne bien. Ce n'est pas une garantie sur facture, mais la probabilité est excessivement forte. Le contraire, Jean, je pense. si vous... Oui. Ouais, je pensais que la question, les installateurs du mal à comprendre dans le neuf, je pense que la question, sauf si je me trompe, hein, c'est effectivement, les gens pensent que voilà, il n'y a pas besoin Ah oui, de dégazage. Exactement. Dans le neuf, tout va bien, il faut attendre que ce soit ancien. Bah, pas vraiment, parce que toutes les boues, c'est au départ. Et le neuf, on se retrouve dans la première ligne, inférieure à 700 kW. On a beaucoup de bâtiments qui ont quelques étages, puisque de plus en plus, on fait des petites constructions de rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. La chaufferie est même en rez-de-chaussée. Il n'y a même pas de parking en sous-sol, donc pas de cave. Et là, pour dégazer, c'est compliqué. Et on ne veut pas vraiment investir. C'est pour ça que des fois, on peut mettre la Simplivanto ou la mettre le temps de dégazer le réseau. Et puis après, peut-être par exploitant, la remettre de temps en temps comme un outillage. Effectivement, il y a une nouvelle vision du travail dans la partie CVC. On évolue différemment. On fait presque de l'autopartage, on va dire ça. Je partage la centrale de dégazage avec mes voisins. Je la pose pour quelques jours ou quelques semaines et puis après, je la mets à un bâtiment d'à côté, surtout quand il y a des constructions qui sont assez étalées, mais pas mal de bâtiments identiques. Et puis la lutte contre l'air dans le neuf, et justement, il ne faut pas la sous-estimer, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a des nécessités de performance imposées, hein, notamment dans le tertiaire et également dans le résidentiel. Ça, et d'autant plus que les températures sont de plus en plus faibles et qu'il y a des variations de température avec des réduits, etc. C'est vraiment important de plus en plus d'utiliser justement ces centrales, de les prescrire. Alors évidemment, je peux comprendre, ça peut être soit en outil pour des petites installations ou de les imposer, puisque ça permet aussi de garantir avec le maintien de pression une installation saine pendant des années, quoi. Je ne vois plus de questions. Il est midi. Oui, j'ai juste vu une petite question qui demandait la différence d'efficacité entre séparateur et centrale de dégazage. Et vous pouvez donc retrouver ces différences à l'aide de ce graphique-là. Donc bon, globalement, la centrale de dégazage est bien plus efficace que le séparateur sur tous les aspects. Sachant que des fois, mettre un séparateur d'air a un coût dans des gros diamètres et son efficacité est totalement à néant. Donc attention, des fois d'investissement, des fois ne pas en mettre, c'est pas pire que le mettre. Donc il vaut mieux faire des économies dans certains points et faire en sorte que l'expansion fonctionne bien
plutôt que mettre un dégazeur mécanique à des endroits où les bâtiments sont trop élevés. Dès qu'on a des températures faibles et des bâtiments de 10 mètres, déjà, on est très, très limité pour dégazer. Donc, investissez plus sur l'expansion. Et on parlait de membrane ou de vessie, partons déjà sur une vessie, ça permet d'avoir quelque chose de plus, je dirais, pas étanche, mais parce que la vessie, c'est la qualité des estomères qui va faire son étanchéité, mais mécaniquement, dans sa technologie, c'est comme si on revenait au pneu à chambre à air par rapport à un pneu tubeless. Voilà. C'est important de voir la technologie. En rappelant quand même que la première vessie qu'on a faite sont des années 50 chez nous. On a une petite expérience dessus. Et merci. Voilà, on a fait le tour des questions. Ah. J'aurais juste marqué en fonction de la hauteur du bâtiment et du régime de température, comment s'oriente le choix. Effectivement, comme je le prononçais, plus la température sera faible, plus l'air va être dissous dans l'eau. Donc c'est très bien pour une centrale de dégazage, mais pour un séparateur de microbules qui, lui, ne capte que les bulles qui sont formées, si elles sont dissous, elles ne sont pas formées. Et malheureusement, quand elles montent dans les étages, quand l'eau monte dans les étages, ces bulles vont commencer à sortir. La loi d'Henry, où on fait une légère dépression. Si par contre, vous avez un bâtiment qui fait 5 mètres de haut avec une température à 80 degrés, oui, le dégazeur va marcher mécaniquement. Mais souvent, c'est des grandes usines et puis on a des DN qui sont assez gros et la centrale coûtera moins cher que mettre un dégazeur. Et les gens qui me disent, mais je peux mettre les deux. Moi, je veux bien. Nous sommes commerçants, nous voulons bien, mais nous sommes plutôt des gens à la base de conseiller. Et le but, c'est d'utiliser un élément qui sera efficace, pas que vous vendre du produit. Un produit, ça se vend parce qu'il a une utilité. Le mettre pour faire joli, décorer les tuyaux, ça n'a aucune utilité. Juste dernière question, je viens de voir. Cette solution, donc la solution dont tu parlais, donc Simplivanto, qui peut se déplacer, peut-être sous forme de location du matériel pour une mise en service où l'entreprise doit être propriétaire du matériel. Alors, nous ne faisons pas de location. C'est très compliqué. Nous sommes un fabricant, nous n'avons pas la possibilité. Certains de nos distributeurs peuvent en faire la location, comme ils louent des appareils de mesure de nos vannes d'équilibrage, mais nous, ce n'est pas notre vocation. Après, un installateur peut très bien, ou un exploitant, louer. Il y a des personnes qui ont achat de certaines vantaux et qui vont déplacer et la poser pour 15 jours. Et bien sûr, avant tout ça, ils vont faire le service de vérifier l'expansion. Et ils le posent au niveau temporaire, pour les remises en chauffe, etc., ou lorsqu'il y a eu des travaux en plein été. N'oubliez pas qu'on peut dégazer des réseaux, même s'il n'y a pas de température qui monte. Même en été, on peut faire du central de dégazage. Il faut juste après ne pas refaire des travaux. Mais on peut prendre de l'avance là-dessus et pas attendre le moment de chauffe pour dégazer. Ah, c'est gentil de marquer cette présentation ludique. C'est bien le but que l'on souhaite faire. C'est de rendre les choses compliquées le plus accessible possible. Nous vous remercions pour vos gentils mots et puis nous vous souhaitons un bon appétit. Antoine, Laurent, je vous laisse les derniers mots. Merci bien. Merci à tous de votre présence et rendez-vous avec les différents collaborateurs pour échanger sur le terrain ou faire des audits. C'est exact, oui. Les audits. N'oubliez pas, nous sommes vraiment au point là-dessus. Toutes les personnes qui sont sur le terrain savent aller en chaufferie et vous conseiller. Et c'est toujours à la carte, c'est toujours une explication en fonction de ce que vous voyez sur place, de vos expériences et de la nôtre. Vous retrouverez donc le replay du webinaire et nos supports donc disponibles par mail après ce webinaire. Donc n'hésitez pas ensuite à les reconsulter ou à les partager. Et on vous donne donc rendez-vous le jeudi 28 octobre pour cette fois discuter des avantages du débit variable et de la régulation de pression différentielle. Donc rien à voir avec la qualité d'eau, l'expansion ou l'air. Voilà. Merci à tous et donc je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.